On va parler des diagrammes d'activité. Donc, les diagrammes d'activité. Il faut savoir tout d'abord que le langage UML est un langage de modélisation. C'est une méthode normalisée qui permet de visualiser sous forme de diagramme avant de concevoir un programme. Il s'applique également en dehors du domaine du développement. Il permet de mettre en œuvre des systèmes logiciels plutôt complexes. La représentation sous forme de diagramme, en fait, ça aide à comprendre la structure, les interactions ou le comportement d'un système. La syntaxe est propre au langage UML. Parmi les nombreux diagrammes UML, le diagramme d'activité, donc celui qu'on est en train de voir, est utilisé pour modéliser le flux de contrôle entre activités. Il est parfaitement adapté à la description du processus métier et il sert à illustrer des étapes d'un programme. Il fait partie de la catégorie des diagrammes de comportement, car il décrit ce qui doit arriver dans le système. Il diffère ainsi des diagrammes d'interaction qui, eux, mettent l'accent sur le flot de contrôle d'un objet à l'autre. Il prend la forme d'une sorte d'organigramme, si on peut dire cela ainsi, pour retranscrire les étapes des processus. Pour créer un diagramme d'activité, il faut d'abord connaître ce qu'il représente, les concepts qu'il recouvre, ainsi que des symboles utilisés que l'on va voir et ses composants de base. Donc, il est réellement nécessaire de créer ce type de diagramme pour commencer ensuite à coder et etc. Donc, qu'est-ce qu'un diagramme d'activité? Donc, le diagramme UML, ils permettent en fait de prendre diverses formes et ne visent pas les mêmes objectifs. Tous les diagrammes n'ont pas les mêmes objectifs. Au même titre que les diagrammes de cas d'utilisation ou d'état de transaction, etc., le diagramme d'activité est un diagramme comportemental. On va pouvoir représenter graphiquement le comportement d'une méthode ou le déroulement d'un cas d'utilisation. Un diagramme d'activité est une modélisation du comportement du système. Il représente la séquence des actions et leurs conditions d'exécution. Les actions sont des unités de base du comportement du système. Les actions vont pouvoir être séparées ou regroupées. On crée une activité quand une action peut être divisée en séquences d'actions. Le diagramme d'activité est un diagramme qui permet de représenter le déclenchement d'événements sur les états système. Il participe à la description de cas d'utilisation en illustrant, complétant ainsi la description textuelle. Mais il sert aussi à illustrer des processus comme des flux de travail ou workflow. Cela permet de visualiser les activités telles que les voies, les acteurs en interaction avec le système. Dans le cadre d'un processus métier, le diagramme en fait d'activité permet et pourrait plutôt être utilisé pour décrire n'importe quel processus dynamique. Mais il convient plutôt de ne les utiliser qu'à bon escient pour les processus vraiment complexes. On va pouvoir affiner les séquences d'activité d'un point de départ jusqu'à la fin de chaque processus en passant par des points de décision. Le diagramme d'activité, c'est pas seulement utile pour donner des visions séquentielles des activités, il permet également la représentation des transactions parallèles qui peuvent se dérouler au cours de certaines activités en décrivant les opérations de manière précise. On peut traduire cela facilement sous forme de code, un diagramme d'activité, voire généralement on peut automatiser en fait. Pour simplifier, on peut dire que techniquement, ils sont particulièrement adaptés pour décrire une part du processus avec des flots de contrôle. Donc des structures de contrôle vont permettre d'écouter des instructions de manière ordonnée et d'autre part des flots de données. La différence principale avec les diagrammes d'interaction est la mise en évidence du flot de contrôle d'une activité auprès d'une autre et non d'un objet à un autre. Un autre diagramme UML qui ressemble un peu au diagramme d'activité, c'est celui d'état de transition, mais la ressemblance est surtout visuelle. Dans le diagramme d'activité, les nœuds représentent des activités, opérations, contrairement au diagramme d'état de transition où il s'agit d'état de la classe étudiée. Alors c'est important de pouvoir communiquer efficacement entre les différents services d'une entreprise et justement ce diagramme d'activité peut être compris par tout le monde
Il faudra simplement connaître les symboles et la syntaxe. Le diagramme d'activité peut être utilisé dans différentes circonstances et permet de décrire comment les événements sont liés entre eux, et ce, dès le démarrage d'un projet, pour modéliser les principaux flux. Les flux représenteront les événements décrits dans le cas d'utilisation. Pour l'analyse et la conception, on s'appuie également sur ce diagramme pour retranscrire le comportement des opérations. Donc, pourquoi utiliser un diagramme d'activité? Alors, pour faire simple, on utilise un diagramme d'activité dans les buts suivants. Représenter une logique de type algorithmique, détailler des étapes, décrire un workflow ou un processus métier, améliorer des processus, modéliser des méthodes, des fonctions. Et il faut savoir que le diagramme d'activité montre des flux entre les actions dans une activité. On utilise des nœuds d'activité pour modéliser ces flux de commandes et les données entre les actions. Ces nœuds peuvent être de différents types et donc ils seront décrits par la suite. Donc on a un nœud d'action de contrôle d'objet. Donc un nœud d'action, c'est une fonctionnalité qui est exécutable au sein de l'activité. Alors ce type de nœud est lié à une opération dans le système. Il prend une forme rectangulaire au coin arrondi avec une courte description de la fonction. Donc là, dans notre cas, ça serait vérifier les stocks, mais ça peut être aussi passer commande, ou voilà, ça va dépendre de ce que l'on fait. Donc on reviendra un peu plus tard sur cette forme du nœud d'action, car ça va dépendre si l'action envoie ou émet un signal. On pourrait faire une distinction dans la représentation. Alors, les nœuds de contrôle sont quant à eux faits pour lier et coordonner les flots entre les nœuds au sein d'une activité. Alors on va voir successivement différents nœuds de contrôle et la représentation de symboles. Donc il y a le nœud initial. Ici, il représente l'état initial sous forme d'un rond plein. C'est le point du départ du flot. Il n'y a donc pas de signal entrant. On a donc le nœud final qui, contrairement au nœud initial, c'est un nœud final qui possède seulement des signaux entrants puisqu'il correspond à la fin de l'activité ou du flow. On parlera de nœud de fin d'activité pour décrire la fin d'une activité qui est abandonnée lorsque, par exemple, des conditions ne sont pas satisfaites. Tous les nœuds compris dans l'activité sont concernés par cet abandon. On utilisera un nœud de fin lorsque l'exécution du flow est terminée sans qu'il y ait un incident sur les autres flows de l'activité. Ensuite, on a nœud final également, mais avec un nœud de décision. Donc ça permet de faire un choix entre plusieurs flows sortants en vérifiant la condition. Il faudra donc préciser les cas où donc la condition est remplie et ceux où il n'y aura pas où ça ne sera pas applicable. Donc il n'y a qu'un seul flow entrant et plusieurs sortants. Donc le symbole à utiliser, ça sera un losange et on le verra par la suite. Donc juste ici. Donc un nœud de décision. Donc le nœud de décision, alors il y a le nœud de fusion. En fait, c'est un peu l'inverse du nœud de décision dans le cas où plusieurs flots entrent et un seul sort. Il est représenté de la même manière sous forme de losange. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ressemble à ceci. Le nœud de bifurcation, il sépare un flot entrant en plusieurs flots concurrents. On peut le comparer à un chemin. On a plusieurs voies qui vont évoluer en parallèle à la sortie, le symbole de nœud de bifurcation. Alors, c'est un trait épais, donc ici. Donc, le nœud d'union, donc il est représenté de la même manière que le nœud de bifurcation, mais il fonctionne de manière inverse. Plusieurs flots entrent et un seul sort. Donc, il synchronise les flots entrants. Le nœud d'objet, ici, c'est une action qui peut générer un objet dans une activité. Pour représenter ces objets, on utilise un nœud d'objet dans lequel on va pouvoir indiquer le type d'objet et les arguments ou valeurs de retour. On fait apparaître les flots de données. On peut également préciser entre crochets l'état de l'objet et entre accolades les contraintes.
Donc maintenant, on va voir quelques concepts importants. Donc les 5 concepts importants à retenir dans un diagramme d'activité sont l'état, les actions-activités, les transitions, les synchronisations, l'itération. Donc on a vu que le point de départ d'un diagramme d'activité est le nœud initial et que ce processus se termine avec un nœud final. Donc ces deux nœuds se ressemblent. Ces nœuds sont aussi appelés état initial et état final. Si dans le flow, le diagramme représente les activités et actions, on peut également représenter les objets impliqués dans les activités et leur état. Pour ce qui est de l'activité, donc une activité, ça décrit un comportement auquel on peut associer des paramètres. Ça représente l'exécution d'un mécanisme séquentiel qui se fait par étapes. On passe à l'étape suivante grâce à une transition. Un diagramme d'activité est un groupe d'activités elles-mêmes composées d'actions. Donc, l'action. Une action, c'est une unité de fonctionnalité d'une activité. On parle de nœud d'action, c'est un élément de base comparable à une instruction en programmation. Donc, une activité, il faut savoir que c'est un nœud exécutable, composé d'actions. À l'intérieur d'une activité, il est possible de terminer certains flows. Cette représentation séquentielle met en évidence le flow d'exécution, les transitions entre les nœuds lorsqu'une action est exécutée. Elle agit sur le système en réalisant une opération. Donc, une action peut être par exemple une affectation de valeur, la création d'un nouvel objet, un calcul arithmétique, l'émission d'un signal, la réception d'un signal, etc., etc., etc. Une action est une étape à l'intérieur d'une activité, mais pas un état. L'action est représentée sous forme de rectangle, mais on peut lui donner une forme particulière selon si le signal est reçu ou envoyé, comme on peut le voir ici. Donc action standard, passer commande, action avec réception d'un signal, ajout ou panier, action avec émission d'un signal, envoi, email. Donc les différents types d'actions. Les actions passent par des flots de contrôle qui permettent par exemple la jonction de plusieurs actions ou déboucher sur diverses actions. Donc comme type, on a les transitions, les jonctions et disjonctions. Donc pour les transitions, ça matérialise le passage d'une action à une autre en indiquant l'enchaînement des traitements. Elles sont représentées par des flèches. Et pour les jonctions et disjonctions, les transitions peuvent se joindre, jonction, et se séparer, disjonction, pour représenter la parallélisation ou la convergence des traitements. Donc le type de transition, le passage d'une activité à une autre est matérialisé par une transition. À la fin d'une activité, on passe automatiquement à la suivante grâce aux transitions. Elles sont représentées par une flèche qui relie les activités et les actions entre elles. Elles permettent de visualiser l'enchaînement des traitements. On distingue donc deux types de transitions, les transitions séquentielles, où dès que l'action d'origine est finie, la suivante démarre, comme ceci, et les transitions conditionnelles, où sous forme de losange, en sortie, on aura diverses actions possibles qui se réalisent si les contraintes sont respectées, comme ça. Donc, on a également la synchronisation. La synchronisation peut se traduire de deux manières différentes selon l'objectif. La conjonction accepte plusieurs transitions en entrée et une seule en ressort. Donc un exemple typique, c'est celui de l'embrayage d'un véhicule au niveau des actions. En entrée, on aura appuyé sur l'embrayage et passé à vitesse. Ensuite, une seule action, on relâche l'embrayage. Donc, pour ce qui est de la conjonction, ici, donc là, je vais compléter un petit peu ce que j'ai dit précédemment, mais on parle aussi du nœud d'union. On notera le symbole en forme de trait épais, vu précédemment, qui représente la synchronisation des transitions et qui permet d'ouvrir ou fermer des chemins.
Une barre de synchronisation ne peut être franchie que lorsque toutes les transitions d'entrée sur la barre sont déclenchées. Donc maintenant, la disjonction, ça permet quant à elle d'ouvrir sur le déclenchement des tâches en parallèle. Ainsi, les transitions en sortie se déroulent simultanément. On appelle cette transition un nœud de bifurcation. Comme ceci. Donc maintenant, on va parler de l'itération. C'est un concept courant dans d'autres diagrammes et en programmation. Il s'agit d'une boucle qui permet de revenir sur une action antérieure. Donc là, comme on peut le voir, tant qu'il y a du courrier à ouvrir, on refait l'action ouvrir le courrier. Donc, méthode de conception. Donc, la création d'un diagramme d'activité doit se faire méthodiquement, étape par étape. On doit, dans un premier temps, définir et délimiter ce qu'on s'apprête à modéliser. On doit identifier, par exemple, les cas d'utilisation qui seront utiles et examiner les processus métiers. La portée du diagramme va être plus ou moins étendue en fonction de ce que l'on souhaite. Une fois qu'on sait précisément ce qu'on veut faire, on peut noter le diagramme et lui affecter un identifiant. Le diagramme part d'un nœud initial pour atteindre le nœud final. On peut donc représenter directement ces terminaisons sur un diagramme. Entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a les activités, selon ce que l'on souhaite modéliser. Donc, on peut créer une activité pour chaque étape déclenchée par un acteur ou chaque processus majeur. Il faut identifier toujours les préconditions de l'état initial et les post-conditions. Cela donnera le contexte. Par la suite, on peut placer des actions et les regrouper sur le diagramme en leur donnant un nom. Entre les activités ou les actions, on peut faire apparaître les transitions. Il faut tracer donc les transitions avec des flèches pour les flux simples, séquentiels, puis on place les nœuds de transition conditionnelle ou de fusion, avant de finir avec la représentation de flux parallèles. Donc attention par contre si on en place, il faut ajouter des points de décision, mais ils peuvent arriver de faire des diagrammes d'activité sans y avoir recours. Il faut également penser à faire figurer les objets importants dans le diagramme. Représenter des changements de valeur ou d'état, mettre en lumière la finalité, etc. Lorsqu'on a des activités qui évoluent en parallèle, ça signifie qu'il faut que les deux se terminent pour mettre fin au processus. Les nœuds de synchronisation, comme les nœuds d'union ou de bifurcation, permettent de visualiser les mécanismes et conjonctions disjonctions. Afin de mettre en annotation sur un diagramme d'activité, on peut également utiliser les symboles comme des commentaires ou donc d'autres possibilités. Donc les outils pour dessiner les diagrammes UML sont nombreux. On peut retrouver comme par exemple Draw.io, Gitmind, Lucidchart, etc. Donc je vais vous faire une petite démonstration ici en vidéo. Donc comme on peut le voir là, on tape Draw.io. On prend donc Google Drive, on autorise. Donc là, on choisit son compte. On fait continuer. On descend. On accepte. On fait créer un nouveau. On choisit le vierge. On le nomme surtout. Donc là, par exemple, diagramme d'activité. Donc comme on peut le voir, il y a plusieurs modèles. Et nous, on va garder un diagramme vierge. Il y a aussi d'autres choix qui existent sur le côté. Il y en a des préconçus aussi, donc je vous invite à regarder. Donc là, on décide où on veut l'enregistrer, sous quel type, donc ou dans le drive.
Donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc on a le fichier, comme on peut voir. Donc on peut importer, exporter. Il y a de nombreuses fonctionnalités sur Draw.io. Comme on peut voir, ça a été nommé en haut. Donc là, on peut copier, on peut coller, etc. Donc je vous invite vraiment à découvrir chaque possibilité qu'il y a dans le diagramme d'activité et dans Draw.io de manière globale. Et donc là, comme on peut voir, on finit par l'aide. Ensuite, donc là, ici, il y a plusieurs possibilités juste en dessous. C'est un peu comme un menu Word pour ceux qui connaissent Word. Enfin, je suppose que tous ceux qui sont ici connaissent. Donc là aussi. Donc là, comme on peut le voir, il y a plusieurs possibilités qui existent pour créer notre diagramme. Donc il suffit de chercher les outils dont on a besoin sur le côté là. Donc là, on peut voir des modèles supplémentaires en fonction de nos besoins. Donc là aussi, ça se complète aussi sur le côté. Il y a de nombreuses autres possibilités. Donc si on regarde, donc là, voici sur toute la partie gauche donc de la fenêtre. Comme je l'ai dit, on a accès à des outils bibliothèques de composants, donc on peut piocher et chercher ce dont on a besoin et trouver ce qu'il faut pour réaliser par exemple ceci. Donc si la lampe est éteinte, est-ce qu'elle est branchée? Oui, est-ce que l'ampoule est cassée? Ou non, etc. Donc il y a des symboles différents en fonction de ce que l'on souhaite. Donc voici notre diagramme d'activité. Il représente d'une manière particulière il distingue les actions du côté client et du côté serveur. Le processus d'élaboration au début du diagramme se déroule comme suit. Donc on part d'une initiale là. À gauche, une action est invoquée, il faut remplir le formulaire, etc. Donc il y a plusieurs donc ici pardon. Là, donc comme on peut le voir, si ici on remplit des informations personnelles, etc. Et on a des retours en fonction de ce qui se passe. Donc là, comme on peut le voir, c'est un diagramme à plusieurs couloirs d'activité.
Donc le diagramme d'activité tel qu'on l'a vu dans sa version classique ne précise pas qui déclenche les actions. Il existe une manière de représenter un diagramme d'activité en partition ou en couloir d'activité qui va permettre de préciser quel acteur ou quel organisme agit à tel endroit ou processus. Donc ça s'appelle aussi cette représentation ligne d'eau, car cela représente des couloirs de natation dans une piscine. Donc, tout simplement comme ceci. Et on va pouvoir placer les actions dans les différents couloirs en les regroupant selon l'organe concerné, celui qui agit en fait. Est-ce que c'est un client, est-ce que c'est un vendeur, etc. Ça peut être n'importe quelle unité organisationnelle, une classe, responsable, le comportement représenté. Donc chaque nœud a une partition unique, mais les transitions traversent ces couloirs. Donc là, ici, donc comme on peut le voir, il faut définir un processus, classer les actions en se basant sur le cas d'utilisation. Il faut déterminer les acteurs impliqués. Si on n'a pas identifié les acteurs au départ, on peut aussi construire un diagramme en ajoutant les couloirs au fur et à mesure qu'on représente le flot d'activité. On définit l'ordre logique des actions en distinguant celles qui sont conditionnelles ou celles qui se déroulent en parallèle. Ensuite, on place sous chaque acteur ou organisme le groupe d'actions qui concerne son couloir. Puis on place en haut en fait le nœud de départ, un peu comme on l'a vu précédemment. Donc voilà, comme je l'ai dit, là je récapitule. Donc pour conclure, le diagramme d'activité est un type d'UML qui fait partie de la catégorie des diagrammes comportementaux. Ça modélise le comportement du système et ça représente les séquences d'actions et leurs conditions d'exécution. Les actions sont les unités de base du comportement du système. Entre les activités et les actions, on utilise des flèches pour représenter une transition. Un nœud manquant une transition peut dans certains cas adopter plusieurs flots en entrée et en déclencher un seul en sortie, une fois que les transitions entrantes sont réalisées. Donc le diagramme d'activité présente trois principaux avantages. Il n'est pas compliqué à comprendre, il illustre parfaitement les étapes d'un cas d'utilisation et on peut rentrer plusieurs acteurs et plusieurs conditions dans un workflow.